Bonjour à toutes et à tous. Je suis Vincent Conrad, ingénieur en prévention des risques professionnels à l'Université de Reims Champagne-Ardenne. Je me considère toujours un peu comme un conseiller de prévention généraliste, c'est-à-dire que je ne suis pas un spécialiste de la chimie, je ne suis pas non plus un spécialiste de la communication. Par contre, je commence à cumuler un petit peu d'expérience. J'ai un peu plus de 20 ans d'expérience maintenant dans l'enseignement supérieur et la recherche, et notamment dans le travail avec beaucoup de laboratoires de recherche et d'enseignement dans l'enseignement supérieur. Donc, je voudrais vous faire passer un petit peu, partager mon expérience sur justement la façon de faire passer le message de sécurité au laboratoire. Alors déjà, avant de faire passer un message de prévention, il faut comprendre et analyser le fonctionnement d'un laboratoire, et notamment le profil, on va dire, d'un directeur de laboratoire. Alors, je vais prendre un exemple de directeur qui correspond à la majorité de ce que je connais. Après, il ne faut pas non plus estimer qu'il y a 100% de directeurs de laboratoire qui sont tels que je vais les décrire, bien sûr. Que cherche un directeur de laboratoire? Un directeur de laboratoire, il veut que son laboratoire soit performant. Il veut que ses chercheurs publient les résultats. Son rêve serait que le prochain prix Nobel de chimie ou de physique vienne de son propre laboratoire. Il veut que son laboratoire soit réputé. C'est-à-dire si, quand il y a une catastrophe chimique, le journaliste de TF1 du 20h l'invite sur le plateau pour qu'il donne son avis d'expert, là, le directeur, il est très fier pour pouvoir se mettre en avant. Il veut aussi qu'il y ait de la compétitivité, c'est-à-dire que par rapport à ses concurrents, quand il y a un problème lié à l'axe de recherche de son laboratoire, ce soit lui qui soit sollicité en premier. Il veut du succès. Tout ça, c'est ce qui fait plaisir à un directeur. Comment un directeur devient directeur? En fait, on va prendre un laboratoire je vais dire n'importe quoi, un laboratoire de physique nucléaire. Souvent, le directeur du laboratoire de physique nucléaire, on le prend comme directeur parce que c'est un excellent physicien dans le domaine de la physique nucléaire. Est-ce que quelqu'un, à un moment donné, s'est posé la question de savoir si c'était un bon manager? Tout le problème vient souvent de là. Et donc, quand le directeur il devient directeur, il découvre qu'il a un budget à gérer, que le budget, ça correspond en général entre, on va dire, 20 et 50% de ce qu'il aimerait avoir. Il a du personnel à gérer. Il a des assistantes qui ont la mauvaise idée de partir en congé de maternité. Il a des collègues chercheurs qui se disputent parce qu'ils ne sont pas contents parce qu'il y en a un qui empêche l'autre de chercher correctement. Il va avoir des personnels qui sont malades, etc. Donc, c'est aussi des contraintes. Et puis, il va avoir du matériel à gérer. Il va peut-être, comme ça arrive souvent, acheter une machine à 50 000 € parce que c'est la machine qui est indispensable pour le fonctionnement de son laboratoire. Il est tout content parce qu'il va trouver une subvention qui va lui permettre de payer cette machine. Et une fois qu'il aura acheté la machine, il va voir que les frais d'installation de la machine coûtent plusieurs milliers d'euros et que ça, il ne l'avait pas prévu. Ni subventionné. Il va voir que pour utiliser la machine, il faut former les personnels, que ça a un coût également. Il va voir également que le conseiller de prévention va lui dire que cette machine, il faut qu'elle subisse des contrôles périodiques, qu'elle subisse effectivement un contrôle de l'installation, des opérations de maintenance. Tout ça, en général, ce n'est pas chiffré. Donc, derrière, il y a aussi des problématiques, effectivement. Et après, on va aussi l'embêter, entre guillemets, avec des problèmes de sécurité, des normes, des contraintes réglementaires qui vont être souvent perçues comme quelque chose qui empêche de chercher tranquillement. L'autre constat qu'il faut faire également, c'est qu'un directeur de laboratoire ne dispose que de peu de temps à consacrer à la sécurité. Il a quand même un laboratoire à faire tourner, à faire fonctionner, et il ne pense pas forcément aux questions de sécurité le matin en se levant, ce qui est tout à fait normal. C'est tout à fait normal qu'un directeur ne se préoccupe pas au quotidien de la sécurité en priorité, parce que sa priorité, c'est que son laboratoire, il fonctionne.
Alors, la plupart du temps, dans le laboratoire, il va désigner quelqu'un qui va être chargé de faire passer les messages de prévention au sein du laboratoire. Un chargé de prévention, un animateur prévention. Selon la taille du laboratoire, selon les risques présents au laboratoire, c'est quelqu'un qui va faire ça à plein temps, à mi-temps, ou qui va peut-être avoir 1 à quelques heures par semaine pour s'occuper de ces questions-là. Le tout est de désigner le bon messager. Parce que pour faire passer un bon message, il faut déjà que le messager soit le mieux possible pour pouvoir faire passer ce message. Alors, quelques qualités qu'on pourrait identifier chez un chargé de prévention au sein d'un laboratoire qui vont faciliter le passage du message. Déjà, dans le choix de ce chargé de prévention, on va regarder un peu la personne qui est désignée ou qui va être désignée, voir un peu comment cette personne elle, se comporte ou comment elle fonctionne au sein du laboratoire. Déjà, est-ce qu'elle est connue par les autres personnels du laboratoire? Est-ce qu'elle est appréciée par les autres personnels du laboratoire? Si vous prenez quelqu'un qui a comme réputation le fait de dire ben, si tu as besoin de rien, demande-lui, ce n'est pas la peine de lui confier une mission de faire passer des messages de sécurité, ça ne sera pas efficace. Si vous prenez quelqu'un qui est en conflit permanent avec l'ensemble des personnels du laboratoire, là aussi, ce n'est pas la peine de faire appel à lui pour faire passer des messages de prévention. Donc, en gros, la personne idéale pour faire passer des messages de prévention, c'est la personne qui s'entend très bien avec tout le monde. Quelqu'un qui a un très bon caractère, quelqu'un qui a une bonne relation avec le directeur du laboratoire, quelqu'un qui a des bonnes relations avec les collègues et quelqu'un dont les collègues sont tout à fait conscients de l'efficacité au sein du laboratoire. Quelqu'un qui ne pense pas sécurité du matin au soir, mais quelqu'un qui s'implique aussi dans la vie du laboratoire. Quelqu'un qui est utile, qui se sent utile, qui participe vraiment au quotidien à la vie du laboratoire, et quelqu'un qui aussi a un peu un regard extérieur, c'est-à-dire qu'il va aussi se soucier de savoir comment ça se passe dans les autres laboratoires et qui peut être actif dans ce domaine. Alors, dans les qualités du chargé de prévention, on peut déjà faire un constat, c'est que la sécurité dans un laboratoire, c'est comme un cycliste qui grimpe une côte. S'il arrête de pédaler, non seulement il n'avance plus, mais en plus, il repart en arrière. Autrement dit, patience et persévérance sont les premières qualités d'un chargé de prévention. Je gère dans mon université un réseau d'environ 70 assistants de prévention qui, pour la plupart, au début, sont très motivés, ont envie de tout faire. Et en gros, ils sont nommés le lundi et ils veulent déjà que le vendredi, le laboratoire soit parfait d'un point de vue de la prévention des risques. Ce sont souvent des assistants de prévention qui se brûlent en route, c'est-à-dire qu'au bout de 1 mois, 2 mois, 3 mois, ils vont être complètement désespérés parce qu'ils ont l'impression de ne pas être entendus. Et donc là, c'est déjà une alerte à faire à la personne chargée de passer le message de prévention, c'est de dire on ne changera pas tout en 1 semaine, en 1 mois, il faut faire preuve de patience et de persévérance. Les résultats, ils n'arrivent pas au bout de quelques mois, ils arrivent plutôt au bout de quelques années. Ensuite, les autres qualités du manager, c'est de faire les choses, mais aussi de faire savoir que ces choses sont faites. Petit retour d'expérience, quand je suis arrivé, moi, en tant qu'ingénieur sécurité, en poste à l'université de Reims-Champagne-Ardenne, je venais remplacer quelqu'un qui avait été en poste pendant 5 ans avant moi. Cette personne avait fait beaucoup de choses. C'était la personne qui occupait pour la première fois ce type de poste à l'université. Elle avait mis en place énormément de choses, mais c'est quelqu'un qui communiquait très peu. Au point que quand je suis arrivé, je me suis présenté à un vice-président de l'université qui m'a demandé qui j'étais. Je lui ai expliqué que j'étais le nouveau conseiller de prévention de l'université et il m'a répondu « Ah bon, parce qu'il y a un conseiller de prévention à l'université ». Ça veut dire qu'il ignorait qu'il y avait quelqu'un qui s'occupait de prévention à l'université alors que ça faisait déjà 5 ans que quelqu'un était présent. Donc, le fait de faire savoir qu'on fait des choses, ça nous permet aussi de montrer que les choses avancent et même ça nous permet de nous motiver aussi à continuer. Être partout au courant de tout. La curiosité, ça va vraiment faire partie des qualités du messager de prévention au sein du laboratoire. En visitant des laboratoires, en discutant avec des assistants de prévention,
il m'arrive régulièrement de poser la question aux assistants de prévention, est-ce que vous faites une session de formation d'accueil sécurité des doctorants quand ils arrivent au sein du laboratoire? Et il y en a qui me répondent, je voudrais bien le faire, sauf que personne ne me dit quand un doctorant arrive au laboratoire. Donc, automatiquement, je leur dis, si effectivement vous restez assis à votre bureau à attendre que quelqu'un vienne vous dire il y a un nouveau doctorant qui est arrivé, ça risque de durer très longtemps. Donc, soyez curieux, faites régulièrement le tour de votre laboratoire et quand vous rencontrez quelqu'un que vous ne connaissez pas, présentez-vous à lui, expliquez qui vous êtes et puis ça permettra, attendez, ça vous permettra de vous présenter et de lui faire la formation et aussi de vous tenir au courant des personnes présentes dans le laboratoire. Se faire connaître, se rendre incontournable, je pense que c'est également quelque chose qui est important au sein du laboratoire, parce que si effectivement vous n'êtes pas connu, on ne pensera pas forcément à venir vous chercher quand on aura besoin d'un conseil en termes de prévention des risques. Il faut vraiment, c'est un travail de longue haleine, effectivement, c'est un travail de communication au quotidien pour être sûr qu'à un moment donné, quand il se passe quelque chose, on pense à être associé. J'ai des assistants de prévention de laboratoire qui me disent j'ai découvert l'autre jour qu'il y a une nouvelle pièce du laboratoire qui est aménagée avec une nouvelle machine qui arrive. Je n'étais pas au courant et c'est dommage. Alors effectivement, il faut un petit peu s'imposer à un moment donné, peut-être aller voir le directeur et dire j'ai entendu parler qu'un tel voulait installer une nouvelle machine, ce serait bien que je sois associé parce que en termes de sécurité, il y a des points incontournables à voir. Ne pas jouer au petit chef. Ça, c'est vraiment un point qui est également important. Une des choses qui est difficile, mais qui est nécessaire quand on est assistant de prévention, quand on est animateur de sécurité dans un laboratoire, c'est de ne pas se faire d'ennemis. Ça nécessite parfois d'avaler des couleuvres, voire des bois parfois, mais c'est indispensable d'être bien avec tout le monde. Et si on commence par effectivement sauter sur le professeur hors classe, futur prix Nobel, et l'engueuler parce qu'il n'a pas rangé sa paillasse, ça commence très mal pour faire passer des messages sécurité. Donc, ce n'est vraiment pas la bonne solution. Être à l'écoute. Ça, c'est une qualité qui est vraiment importante. C'est ce qu'on appelle un peu l'écoute active. On écoute les personnes, on aide les personnes à reformuler ce qu'elles veulent nous dire. Et la plupart du temps, grâce à l'écoute, les personnes qui ont envie d'être entendues arrivent à trouver elles-mêmes des solutions aux problèmes qu'elles viennent vous exposer. Ça m'est régulièrement arrivé. On me demande de venir dans un laboratoire parce qu'il y a un problème lié à l'utilisation d'un produit dangereux par rapport aux différents risques, etc. Je prends le temps d'aller écouter la personne, de reformuler avec elle, et la plupart du temps, la personne trouve d'elle-même la solution à son problème, et en plus, elle me remercie, alors que finalement, je n'ai rien fait, si ce n'est prendre le temps d'écouter la personne. Tenir ses engagements. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si vous êtes connu en tant que messager de prévention et quand on parle de vous, on dit si tu as besoin de rien, va le chercher, c'est mal parti. Mais il faut aussi tenir ses engagements. Et ça, tenir ses engagements, c'est aussi être digne de confiance. Tenir ses engagements, ça veut dire aussi ne pas prendre d'engagement quand on n'est pas sûr de pouvoir les tenir. C'est aussi un point qui est important. Au fur et à mesure que l'on verra que vous tenez effectivement vos engagements, que tout ce que vous avez promis de faire, vous le faites, et la confiance en vous va augmenter et on ira plus facilement vous chercher parce qu'on pourra justement être sûr que quand on vous demandera quelque chose, les choses seront faites. Être diplomate, mais insistant. Aussi, donc, c'est un peu en lien avec la patience. Je vais vous raconter une anecdote à ce sujet. C'est un ami qui était assistant de prévention dans un grand laboratoire de chimie du CNRS, qui est maintenant en retraite. Cet ami, tous les matins, quand il arrivait au labo, il traversait une pièce dans laquelle une technicienne faisait des manipulations sur un grand montage expérimental avec plein de tuyaux, plein de récipients en verre, un petit peu dans tous les sens. Et tous les matins, du lundi au vendredi, systématiquement, en passant, il allait dire bonjour à la technicienne et il lui disait
tu devrais mettre des lunettes de sécurité. Tous les matins, tu devrais mettre des lunettes de sécurité. Un matin, il est arrivé avec un petit paquet, c'était l'anniversaire de la technicienne, donc il lui a souhaité bon anniversaire, il lui a remis le petit paquet, et dans le petit paquet, il y avait des lunettes de sécurité. Et donc, le lendemain, les surlendemains, pendant des jours, pendant des semaines, tous les matins, tu devrais mettre des lunettes de sécurité. Tu devrais mettre des lunettes de sécurité. Au bout d'un moment, la technicienne en a eu tellement marre de l'entendre qu'elle a fini par mettre ses lunettes de sécurité. Donc, tous les matins, quand l'assistant de prévention arrivait, la technicienne avait ses lunettes de sécurité. Donc, au début, elle les mettait simplement pour éviter qu'il lui fasse la remarque. Et puis après, elle a pris l'habitude de les avoir et de les garder. Et un beau jour, en milieu de matinée, la technicienne est allée voir l'assistant de prévention. Elle était pâle et elle avait ses lunettes de sécurité dans les mains. Et il y avait un gros morceau de verre fiché en plein milieu d'un des verres de la lunette. Et elle lui a dit, merci, grâce à ton insistance, je n'ai pas perdu la vue. Donc voilà, c'est quelque chose qui a marqué, a frappé finalement, a été efficace. À force d'insistance, on a réussi à obtenir le résultat voulu. Convaincre plutôt que de contraindre. Donc là aussi, c'est vraiment un de mes leitmotifs en tant que conseiller de prévention. Mon rôle n'est pas là pour empêcher la recherche, mais pour accompagner la recherche et l'enseignement. Autre expérience vécue dans ce domaine-là, j'ai un jour une assistante de prévention d'un labo de chimie qui me dit on a un enseignant, il est complètement fou, il veut faire manipuler des étudiants de licence de chimie première année, il veut leur faire manipuler de l'acide fluorhydrique. C'est complètement dingue, c'est n'importe quoi, il ne faut surtout pas qu'il le fasse, c'est bien trop dangereux. Donc j'ai expliqué à cette assistante que moi-même, je n'avais pas le droit ni le pouvoir d'empêcher un enseignant de faire manipuler de l'acide fluorhydrique à ses étudiants, dans la mesure où cet enseignant estimait que pédagogiquement c'était important, je n'avais pas à m'y opposer. J'ai quand même contacté l'enseignant et j'ai dit à l'assistante de prévention, t'inquiète pas, il ne va pas faire cet épée-là. Donc je contacte l'enseignant, qui n'est pas très content au début parce qu'il me dit en gros de quoi je me mêle, et je lui explique, je lui dis écoutez, moi de toute façon je ne vais pas vous empêcher de manipuler de l'acide fluorhydrique avec vos étudiants. Ce que je voudrais juste faire avec vous, si vous êtes d'accord, c'est évaluer les risques pour pouvoir prendre ensuite les mesures de prévention qui sont appropriées à la situation. Donc, il a accepté qu'on se voit et qu'on échange sur le projet de son TP. On a travaillé ensemble et au bout d'une demi-heure, il m'a dit finalement, au vu des contraintes par rapport à l'apport pédagogique, je crois que je vais renoncer à faire ces TP. Donc, j'avais obtenu ce que je voulais, qu'il ne fasse pas les TP, mais à aucun moment, c'est moi qui lui ai interdit de le faire ou même déconseillé de lui faire. Ce que j'ai fait, c'est que je l'ai accompagné pour que ce soit lui-même qui, à un moment donné, constate que ce n'était peut-être pas une bonne idée. Pour terminer, vous l'avez peut-être déjà vu dans mon diaporama, en parlant de prévention des risques, on peut faire de l'humour, bien sûr. J'espère que vous êtes réceptifs à cet humour. Ce qui est important, par contre, c'est effectivement d'adapter son diaporama, d'adapter sa présentation à son public. Aujourd'hui, le public est très varié, mais bien sûr, si je fais une formation sécurité pour des agents de laverie ou des techniciens de laboratoire, je pourrais utiliser des dessins animés, des animations humoristiques, ça passera très bien. Si maintenant je fais une conférence devant des directeurs de laboratoire, je ne suis pas sûr que ce soit accepté. Donc, il faut aussi adapter la forme de son message à la personne à qui on s'adresse. Il faut rester humble aussi quand on est manager de la sécurité, quand on est chargé de prévention. Il ne faut pas hésiter à se remettre en question, à admettre ses erreurs ou ses incompétences. Dire, écoutez, non, je ne sais pas, je ne peux pas répondre à votre question, je vais me renseigner, je vous dirai ça ultérieurement. C'est des choses positives. Revenir vers quelqu'un en disant, écoute, je peux donner un conseil, mais je me suis rendu compte que finalement, le conseil que je t'ai donné n'était pas conforme aux dispositions réglementaires. J'en suis désolé, excuse-moi, je vais corriger cela. Il faut être humble. Pour moi, c'est quelque chose, c'est vraiment une qualité qu'il faut reconnaître plutôt que de rester en position sur quelque chose qui n'est pas forcément adapté. Voilà un petit peu les principales qualités.
Maintenant, ce qui est important aussi pour que le message de prévention qui passe dans le laboratoire soit efficace, c'est que le lien entre le directeur et le chargé de prévention soit clairement établi au préalable. Donc déjà, on ne nomme pas, pour un directeur, on ne nomme pas un assistant de prévention comme ça sans lui en avoir parlé auparavant, sans avoir échangé avec lui auparavant. Notamment sur la question du temps disponible. Si vous prenez une personne pour lui demander d'être assistant de prévention dans son laboratoire ou d'être chargé de prévention, ça va lui prendre du temps. Donc, qu'est-ce qu'il va faire en moins par rapport à son activité actuelle? Alors, je ne parle pas d'une personne qui serait employée à 100% sur la mission de chargé de prévention, mais pour des petits laboratoires, c'est des personnes qui font ça une demi-journée par semaine ou une demi-heure par semaine, etc. Et donc là, il faut vraiment négocier ce temps disponible, le négocier régulièrement. Une personne peut effectivement avoir besoin de beaucoup de temps au début, et puis ensuite, c'est plus effectivement au fil de l'eau, et donc ça nécessite peut-être moins de temps. Il y a aussi la question du soutien et de l'appui, notamment en cas de conflit. Si un conflit arrive entre l'assistant de prévention et un chercheur au sein des laboratoires, l'assistant de prévention doit pouvoir compter sur le directeur pour pouvoir l'appuyer si nécessaire. Et après, il y a également la visibilité de la mission dans l'activité du laboratoire. C'est au directeur du laboratoire de bien présenter la personne qui l'a chargé de faire passer les messages prévention pour lui donner une légitimité dans son activité ensuite au quotidien. Alors, quelques petits dessins. Pour un directeur de laboratoire, les résultats en termes d'amélioration de la prévention dépendront bien sûr du temps disponible dont disposera l'assistant de prévention pour faire ce travail-là. Autre exemple, là aussi, l'assistant de prévention, par définition, il va parfois dire des choses pas très sympas à des chercheurs. Il faut que derrière, il puisse s'appuyer sur un directeur qui va faire preuve de son autorité de chef de service. Alors voilà, une illustration claire de ce qu'il ne faut pas faire quand on est assistant de prévention et que l'on doit faire un bilan des actions que l'on met en œuvre ou des choses qui doivent être mises en place auprès du directeur. Autre illustration, là c'est le mauvais côté du messager de prévention. Alors vous allez me dire, du coup on fait comment? On va prendre un exemple. En fait, le chargé de prévention va agir vis-à-vis du directeur du laboratoire sur 5 étapes. Pour illustrer mes propos, on va prendre un exemple. Imaginons que le laboratoire a fait l'objet d'une inspection. Alors, pour le privé, d'une inspection du travail, pour la fonction publique, d'une inspection santé-sécurité au travail. Parmi les différentes préconisations de l'inspecteur figure une information qui dit que, étant donné que le laboratoire génère une activité à risque, il doit y avoir au moins 2 personnes du laboratoire qui soient formées au sauvetage secourisme du travail. Or, actuellement, il y a 0 personne. Voilà un exemple. Que va faire un mauvais assistant de prévention? Déjà, l'assistant de prévention, quand le rapport de l'inspecteur va arriver sur le bureau du directeur, un bon directeur va prendre le temps de le lire. Un directeur habituel ou classique va plutôt le donner directement à l'assistant de prévention et lui demander d'en faire une synthèse. L'assistant de prévention, il va lire le rapport et il va voir cette recommandation comme quoi il faut désigner 2 sauveteurs secouristes du travail au sein du laboratoire. Il va le surligner en rouge, en bleu, en vert, en toutes les couleurs, et il va rendre le rapport au directeur en lui disant « Attention, attention, c'est hyper important, il faut nommer des sauveteurs secouristes du travail au laboratoire. » Ça, c'est ce que ferait, à mon sens, un mauvais assistant de prévention. Que va faire le bon assistant de prévention quand il va voir cette remarque-là? Il va réfléchir. Comme il connaît très bien le personnel du laboratoire, il va voir qui pourrait, au sein du laboratoire, être intéressé par cette formation. Il va aller voir les 2 personnes. Par exemple, on va dire Madame Martin et Monsieur Dupont. Madame Martin, elle est jeune maman, elle a un enfant de quelques mois. L'assistant de prévention se dit que ça pourrait l'intéresser de suivre une formation de sauveteur secouriste du travail, puisque les gestes qu'elle va apprendre
vont lui servir dans sa vie personnelle comme dans sa vie professionnelle. Et puis, M. Dupont, en plus, il est entraîneur sportif, donc ça peut être intéressant qu'il puisse connaître les gestes de premier secours à mettre en œuvre. Donc, il va aller voir ces deux personnes, il va échanger avec elles et s'il se débrouille bien, il va obtenir l'accord de ces deux personnes pour qu'elles acceptent de se former. Ensuite, il va aller se renseigner auprès du service formation de l'établissement ou auprès d'un organisme de formation extérieure pour savoir comment, s'il existe des formations de sauveteurs secouristes du travail et comment ces formations sont organisées. Et donc, la première étape, l'assistant de prévention, quand il va aller voir le directeur, il va lui faire part du problème qu'il a signalé, mais aussi il va apporter un kit avec des solutions toutes faites. En disant, voilà, il faut 2 sauveteurs secouristes du travail dans l'établissement, dans le laboratoire. J'ai contacté Madame Martin et Monsieur Dupont, ils sont partants. J'ai fait faire des devis auprès des organismes de formation, ça va coûter tant, et il y a une session de formation qui est prévue dans une semaine ou dans 2 semaines. Deuxième étape, le directeur il va réfléchir par rapport à la proposition de solution. Puis ensuite, il va revenir vers l'assistant de prévention, soit pour dire « Ok, banco, c'est bon, j'ai signé le devis, on lance la formation ». Il va peut-être demander une autre solution. Il va dire, par exemple, « Oui, mais Madame Martin et Monsieur Dupont, ce sont les 2 magasiniers du laboratoire, tous les 2 s'occupent du magasin, on ne peut pas les bloquer tous les 2 en même temps pour une même session de formation. » Donc, on va dire, Madame Martin, on la forme pour une première session, mais Monsieur Dupont, on le formera l'année prochaine, parce qu'en plus, le budget du laboratoire ne permet pas de former 2 personnes en même temps. Après, ce qui arrive aussi malheureusement, c'est que le directeur ne reçoit pas de réponse. Le directeur ne donne pas de réponse à l'assistant de prévention. Et donc, dans ce cas-là, il va falloir effectivement que l'assistant de prévention fasse preuve d'un petit peu de persévérance, d'insistance, pour insister jusqu'à ce qu'une réponse soit obtenue. Quatrième étape, une fois que l'assistant de prévention a obtenu l'accord du directeur, il va mettre en œuvre cette solution acceptée par le directeur, c'est-à-dire qu'il va faciliter le travail. Par exemple, faciliter le travail, c'est plutôt que simplement dire à Madame Martin et Monsieur Dupont, c'est bon, vous pouvez vous inscrire à la formation SST, il va leur imprimer les bulletins d'inscription, il va aller les voir, il va leur demander de remplir les documents, il va signer les documents, il va les transmettre à l'organisme de formation, il va transmettre les convocations, il va faire le suivi. Ça, c'est important que l'assistant de prévention fasse le suivi de la solution qui a été validée par le directeur. Et derrière, bien sûr, dernière étape, il est important que l'assistant de prévention vienne rendre compte des suites de la solution validée par le directeur, c'est-à-dire, à un moment donné, l'assistant de prévention pourra dire au directeur cette recommandation de l'inspecteur a été suivie des faits, puisque maintenant, nous avons 2 sauveteurs secouristes du travail au sein de notre laboratoire, en l'occurrence, Madame Martin et Monsieur Dupont, qui ont été formés et qui ont suivi la formation avec succès. Voilà un petit peu sur cet exemple-là, ce qui semble idéal comme fonctionnement entre un directeur et un assistant de prévention. Donc, le principal rôle de l'animateur de prévention, c'est finalement d'essayer de faire passer la sécurité comme un atout et non une contrainte. Cette petite illustration vous fait peut-être penser à une bande dessinée assez célèbre, celle de Gaston Lagaffe, où dans beaucoup d'histoires, vous avez Demesmaeker qui vient signer les contrats chez les éditions Dupuis, et il se passe toujours quelque chose à un moment donné, une gaffe de Lagaffe qui fait que la signature des contrats ne se fait pas. Donc, il faut imaginer aussi que dans un laboratoire, un industriel qui voudrait, par exemple, faire un contrat avec un laboratoire de recherche, qui va venir visiter le laboratoire et qui constate que ça fonctionne n'importe comment, eh bien, il ne pourra pas, il n'acceptera pas de travailler avec le laboratoire. Donc, en gros, si on n'arrive pas à faire passer le message avec la sécurité, il faut le faire passer avec l'aspect qualité. Après, quelques idées reçues. La sécurité n'est pas forcément un synonyme de coût. Souvent, un changement de comportement, d'organisation suffit en général à régler ou atténuer une majorité de problèmes de sécurité. D'autres conseils, ce n'est pas la peine en tant que chargé de sécurité au sein d'un laboratoire de vouloir imposer à tout prix une règle de sécurité.
Ça, les inspecteurs le font très bien, les organismes de contrôle le font très bien, les commissions de sécurité pour les établissements recevant du public le font très bien. Quand on est chargé de prévention, on va toujours tenir compte des circonstances. Ce n'est pas la peine de demander un investissement de 60 000 € pour mettre en conformité un laboratoire si l'entreprise est sur le bord du dépôt de bilan. Ça n'a aucun sens. Donc, c'est important de tenir compte des circonstances. Peut-être qu'on ne sera pas dans les clous par rapport à la réglementation, mais on essaiera de s'en approcher le plus possible avec les moyens du bord. Autre point important, faire toujours participer les personnes concernées par les problèmes à résoudre. C'est-à-dire, par exemple, pour le choix du port des équipements de protection individuelle, en laissant le choix aux personnes concernées, vous aurez beaucoup plus de facilité pour que le port des équipements soit accepté. Et il faut aussi chercher des solutions transitoires, notamment pour des mises en conformité qui nécessitent un investissement financier conséquent. Alors, pour terminer, un petit bilan pour le messager de sécurité, le chargé de prévention, au bout de quelques années, vérifier l'efficacité de son travail. Si au bout de quelques années, un chercheur vous pose la question « mais vous êtes qui, vous ?» Ben, je suis le chargé de prévention. Ah, et vous servez à quoi? Clairement, il y a un problème de stratégie. Là, il faut tout reprendre à zéro et il faut recommencer. Deuxième situation, le chercheur il commence à vous dire, vous commencez à m'agacer avec votre prévention des risques. Oui, mais c'est pour votre bien. Là, vous êtes sur la bonne voie, continuez comme ça. Et alors là, l'apothéose, situation 3, le chercheur il vient vous voir dans votre bureau et il vous dit, j'ai besoin de conseils pour mon nouveau projet. Je suis à votre disposition. Alors là, c'est gagné, c'est parfait, c'est la totale. Vous avez gagné. Je conclus. S'il fallait retenir que 3 choses de mon intervention, je dirais que la première, c'est que la prévention des risques doit accompagner la recherche et en aucun cas l'empêcher ou la contraindre. Au-delà de l'application stricte des dispositions réglementaires, c'est avant tout l'évaluation des risques qui doit être priorisée. Il m'arrive de temps en temps de dire à un directeur de laboratoire, oui, je sais, vous ne respectez pas la réglementation, c'est pas grave, parce que les circonstances ne vous permettent pas de la respecter. Alors, on va essayer de la respecter, de tendre à la respecter au mieux, mais on essaie de faire comme on peut avec les moyens qu'on a pendant ce temps-là. Voilà, donc il est important, c'est le 3e point, de veiller à ce que les mesures de prévention tiennent compte du contexte et des circonstances. Voilà, je vous remercie.